Bonjour à tous et bienvenue dans votre première édition de votre journal, La Voix de la Dracénie. Un espace vivant, curieux, convivial, à l'image du Sud pour découvrir notre belle Provence. Je suis Alex. Et moi Clara. Et ici on parle de ce qui vous fait vibrer et de ce qui vous donne envie de découvrir cette belle Provence. Avec des reportages sur la vie locale, des portraits de personnes insolites et la visite de lieux emblématiques, n'hésitez pas à rester avec nous pour cette toute première édition de votre journal qui se déroulera tous les 15 jours. Nous nous trouvons aujourd'hui à la tour de l'horloge de Draguignan, qui a été construite pour la première fois au XIe siècle, puis a été détruite et reconstruite à de multiples reprises. Elle en est aujourd'hui à sa 4e reconstruction, qui date de 1661. On y retrouve la grosse cloche, qui pèse pas moins de 600 kg et qui a été fondue en 1569. Effectivement, à laquelle il s'ajoute une plus petite de 100 kg. En tout, la tour de l'horloge mesure 18 mètres et 24 mètres en comptant le campanile. Et restez avec nous pour découvrir nos reportages. Gauthier Janssen, le comédien, et l'association Les Dés du Dragon. Ainsi que le portrait du chanteur Roberto Coletta et celui de l'association Les Mille et une Fleurs Mottoises. Et tout de suite, découvrons les rubriques. La rubrique « Le saviez-vous ». Il y mêle plusieurs cultures, traditions, sports, histoires, anecdotes pour enrichir notre curiosité sur notre très belle Provence. Ainsi que la rubrique L'escale littéraire, dans laquelle vous pourrez découvrir les auteurs emblématiques de Provence. En commençant aujourd'hui avec Jean Giono, qui a décrit cette région avec un amour incommensurable, mais insondable. Et nous retrouvons tout de suite le reportage de Gauthier Janssen, le comédien qu'on retrouvera à Salerne le 27 et le 28 juin pour le festival Terre à Terre. Reportage signé par Sarah Catherine. Pour cette nouvelle émission de Culture D, changement de décor. Totalement approprié à notre nouvel invité, j'ai nommé Gauthier Janssen. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent, Gauthier. Avec plaisir. Tu es un artiste à multiples facettes, mais je vais d'abord m'adresser aux comédiens. À quel âge Gauthier décide de monter sur les planches, rêve de monter sur les planches en fait? Quand j'avais 8 ans, j'étais incompréhensible. Je parlais beaucoup trop vite. Je mangeais tous mes mots, j'avais peur qu'on m'interrompe. Donc mes parents se sont dit, on va le mettre au cours de déclamation. Pour apprendre à articuler la diction. Et puis c'est devenu une addiction. Et ça fait maintenant 35 ans que c'est comme ça. D'accord. C'est à toi les cigarettes? Non, vous étiez là quand je suis arrivé. Attends, tu ne fumes plus? Ah non, mais non. C'est bien. Moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est le focus qu'on fait sur la toute petite chose précise qui est à peine un petit sourcil qui se lève et qui raconte l'histoire de l'humanité. Ce qu'on ne peut pas avoir sur scène. Métier, et faire rire un gamin qui a plus de jambes, ça lui donne des ailes. T'as vu? Tu iras pas à ma corvée au ciel du désert de Ouarzazate, c'est sûr. Si je te plante là, tu vas sentir passer mon vol d'adieu. Je te le promets. Alors je me suis mis à aider les bons et les méchants. Et là, il s'est passé un truc. Est-ce que ton métier de comédien t'a pas permis d'affiner un peu plus justement le caractère ou même la personnalité des gens? Est-ce que tu n'arrives pas à percevoir des choses que... Mais je m'en rends compte en côtoyant des copains, des copines, des amis, et certains ne comprennent absolument pas de quoi je parle. Je sens que c'est un langage un peu théâtral, c'est pas très concret. Et étrangement, il y en a d'autres qui travaillent dans des bureaux et qui comprennent absolument ce que je dis. C'est pas parce qu'on est banquier, tu vois, qu'on n'a pas toutes les nuances et qu'on n'est pas fasciné par l'être humain. Et il y a des acteurs et des actrices qui ne sont pas du tout fascinés par l'humain. Moi, j'ai 3 pôles qui m'animent dans mon métier, c'est de rechercher, je fais la recherche, j'enseigne et je joue. Donc j'expérimente. Je joue toujours avec ces 3 pôles. Parce que finalement, d'avoir donné, ça t'a permis aussi de recevoir. Ouais, exact. Vivre, c'est aimer. Aimer, c'est donner. Donner, c'est recevoir. Et recevoir, c'est vivre. Super conclusion. Merci Gauthier. Merci d'avoir partagé avec nous ton histoire. Elle est aussi inspirante qu'atypique. Merci beaucoup. Et le comédien Gauthier Janssen se trouvera donc à Salerne pour le festival Terre à Terre des 27 et 28 juin prochains. Et désormais, Alex, je crois que nous allons parler d'une association. Exactement, l'association Les Dés du Dragon. Un jeu de rôle, de la fantaisie et quelque chose de très fantastique. Un reportage signé par Elio Peseta. Si vous souhaitez vous détendre après une longue journée et laisser libre cours à votre imagination, l'association Les Dés du Dragon est l'endroit parfait pour ça. Jeux de rôle, jeux experts, jeux de cartes ou jeux de société, toutes ces activités sont disponibles là-bas. Benjamin Dossolin, président de l'association, nous en dit plus.
Le but de l'association à sa création était de réunir les joueurs de jeux de rôle au sein de Draguignan et dans la Dracénie. Et avec le temps, le but de l'association s'est étendu à tous les jeux qui traitent de l'imaginaire. Donc on va parler aussi des jeux de figurines, des jeux de cartes à collectionner, des jeux experts, ce genre de choses. On a une bonne fréquentation qui est toujours un peu en augmentation ces dernières années, surtout après le Covid où on a eu un gros creux, mais on a eu un gros boost derrière. Après, ça a bien repris derrière. Donc je suis plutôt content de la fréquentation. En soi, c'est bien de toucher plus de monde et de pouvoir proposer des choses à tout le monde. Après, il y a les problèmes qui viennent avec la fréquentation, c'est qu'il faut arriver à avoir l'espace et les moyens et l'organisation pour accueillir tout le monde. Et tout le monde est bienvenu, quel que soit le niveau, même les débutants. On fait de l'initiation, on s'adapte aux besoins et aux envies de tout le monde. Comme je disais, on est nombreux, donc il y a plein de personnes différentes qui proposent plein de jeux différents. Donc je pense que le mieux, c'est de venir nous contacter et de voir comment ça se passe. Waouh, cette association présente vraiment des jeux de rôle et des jeux de société sur un côté fantaisiste et fantastique. Désormais, nous allons pouvoir voir le portrait de Roberto Coletta, ce chanteur qui a repris les plus grands titres de Frank Sinatra et du patrimoine musical international. Un reportage signé Livio Tevno, Alexandra Sececci et Clara Lecoz. Je m'appelle Roberto Coletta, artiste-chanteur toujours en activité. Et l'endroit où nous sommes, c'est un espace vocal à laquelle j'y tenais, et qui s'appelle Octavoix. Donc c'est un espace où tout se passe à l'intérieur, que ce soit de l'enregistrement, du coaching vocal, interprétation scénique, etc. Le parcours, c'est né plus ou moins dans la chanson, parce que j'ai toujours connu la musique, plus ou moins. Parce que maman chantait, le tonton chantait, le grand-père à la guitare. Donc depuis tout petit, je baigne dans ce côté musical, que ce soit du jazz, de la pop, de la chanson italienne. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé ça, en fait. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Je prenais une guitare avec 3 cordes, je jouais quand même entre 7, 8 ans, 9 ans. Et après, les premiers piano-bars, c'était 16, 17 ans, 18 ans. J'aime pas ce côté école de chant, c'est plutôt un espace vocal dédié aux artistes, que ce soit débutants. C'est Claudia. Donc elle m'a toujours poussé, mais tu devrais commencer, tu devrais... tu as du métier, tu as la bienveillance, tu as le côté... tu connais les artistes, tu as la sensibilité. J'ai dit ouais, pourquoi pas, mais je me sentais pas prêt en fait. J'avais pas cette légitimité de... Je me dis, c'est pas parce qu'on est artiste, chanteur ou autre qu'on sait transmettre. Il faut les bons mots, il faut le côté bienveillance, le côté... comment dire, connaître les artistes en face, comment on peut les percevoir, parce qu'on n'est pas tous fait pareil, on est tous uniques, on est tous, chaque personne est unique, on va dire, et une voix aussi. Donc voilà, tout ce qui m'a amené, c'est plus ma chère et tendre surtout, ma collaboratrice, mais ma chère et tendre. On est un petit peu copains avec Chantal là-dessous, Jean-Marie Bigard, j'ai rencontré Gilbert Montagnier, j'ai rencontré Yves Lecoq, un ancien imitateur. Je fais pas mal de premières parties, dont Gilbert Montagnier, François Valéry, je crois, Yves Lecoq. Oui, je connais les Chevaliers du Fiel, qui je connais encore pas mal. Ouais, je connais pas mal de monde, mais ça me vient pas tout de suite comme ça. Mais j'ai rencontré des grands noms. Ouais, j'ai pu rencontrer Julio Iglesias, parce que j'avais fait le Téléthon, mais il y a quelques années Bon, c'est déjà pas mal, c'est bien. Donc on s'est rencontrés un petit peu hors coulisses. Moi, j'étais pas très connu par rapport à eux, donc il y avait Garou, il y avait Julio Iglesias, il y avait Serge Lama. Donc j'ai eu la chance de les rencontrer plus ou moins. Waouh, ce chanteur a vraiment repris tous les tubes de Frank Sinatra et du patrimoine international.
Désormais, nous allons pouvoir voir l'association Les Mille et une Fleurs Mottoises, où des habitants du village de la Motte ont créé une bourse de plantes. Un reportage signé Vera Vague. L'association Les Mille et une Fleurs Mottoises réunit les amoureux de jardinage qui cultivent ensemble leur passion pour les plantes. Quand bouturage rime avec partage, semis avec amis et fleurs avec bonheur. L'association est créée depuis 1998. Au début, ça a démarré chez le monsieur qui l'a créé, qui s'appelait Alfred, qui habitait à la Motte. Il faisait ça chez lui. Et puis après, ils ont fait une convention avec la mairie qui nous prête la serre et le terrain autour. Donc ils ont créé des parterres. Le but, c'est vraiment pour développer, faire connaître les plantes méditerranéennes. Aussi, on fait des visites de jardin. Donc on fait une fois par an, on fait une sortie en car, où il y a le plus de monde qui vient possible. Et puis après, dans l'année, on vous fait visiter le jardin, on fait du covoiturage. On va dans le Var, essentiellement, il y a pas mal de jardins à visiter. On a une cinquantaine d'adhérents et qui participent aux ateliers, on a une vingtaine. Ce sont des gens passionnés de plantes, effectivement. On a quand même un adhérent qui est anciennement pépiniériste. Et après, c'est des passionnés, oui, mais qui ont des bonnes connaissances. Plus que moi même. Voilà, le jasmin, il faudra faire des boutures. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre en pot des bulbines. Ouais. Voilà. Et puis si ça pousse, ça pousse. Il faudrait que quelqu'un aille chercher de la terre un peu plus. Oui, madame. Chacune emmène des boutures de son jardin et en général, on fait des boutures. Là, on est quand même à un niveau où maintenant, les boutures, c'est plus trop la saison. Donc ce qu'on fait, c'est que tout ce qui est là, c'est des boutures qu'on a faites. Et tout ça, c'est des boutures qu'on a faites qui ont pris, qui sont enracinées. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les défaire des pots. Et parce que souvent, on en met plusieurs par pot. Et donc, on les rempote dans des pots plus petits pour les mettre à la vente. Voilà, parce que ceux-là sont enracinés. Et puis des fois, il y a des gens qui emmènent de leur jardin avec des racines. Donc là, maintenant, on les met en pot aussi pour après les mettre dehors et les mettre à la vente. C'est que des plantes de nos jardins, donc on sait que ça marche très bien dans les jardins ici, donc il fait chaud, ça craint pas le froid. Il y a des plantes qui ne demandent pas trop d'eau, qui tiennent vraiment bien dans nos jardins méditerranéens. C'est le roi de la terre. Allez. Après, on va faire les étiquettes. Les boutures ont été plantées et je suis en train de préparer les étiquettes. Ici, c'est un Plectantrus variegatus, la pervence, qu'on appelle vinca. Je m'intéresse beaucoup aux plantes et à leurs noms. Ça me fait un exercice de mémoire aussi. Et mon mari était paysagiste et nous venons tous les deux en couple jardiner ici. On aime beaucoup cette association aussi pour cette ambiance très conviviale. Nous partageons les plantes et on accueille les plantes des amis, des copains. Le jardin est magnifique en ce moment. Waouh, ces habitants se sont vraiment réunis pour pouvoir créer cette bourse aux plantes à la Motte. Et désormais, Alex, je crois que nous allons parler d'une rubrique. Effectivement, la rubrique « Le saviez-vous » On y mêle plusieurs cultures, traditions, histoires, anecdotes pour enrichir notre culture face à notre très belle Provence. Une rubrique signée Alexandra Seketchi. Que vous savez que Johnny Hallyday a failli faire la course Draguignan en plus? Non? Je vais vous en parler. La première édition mythique de cette course se déroule en 1923 sur la route départementale D49 entre Draguignan et Ampuis sur près de 7 km. Elle est ouverte à tous. Des véhicules de touristes, de production, de prototypes, des monoplaces, mais aussi des motocyclettes. Et même à des vélos à ses débuts. Organisée par l'Automobile Club du Var, la course a connu plusieurs périodes d'activité. D'abord de 1923 à 1938, réservée aux motocyclettes, puis brièvement reprise après-guerre entre 1948 et 1950. Mais c'est seulement entre 1965 et 1986 qu'elle connaîtra son apogée, intégrant même le championnat d'Europe de la montagne, avec une pente moyenne de 5,5%. Oui, c'est très précis, mais c'est pas fini. Et un dénivelé de 370 mètres. Le tracé a attiré de grands nombres du volant, comme Jean Roland, Guy Fréquelin ou encore Marcel Tarès. J'ai fait de la course de côte, donc le championnat de la montagne, parce que au début, j'avais pas tellement les moyens de faire autre chose. C'est une discipline qui nous permet d'avoir des budgets assez réduits.
Durant ces années, elle rassembla de long de son trajet jusqu'à 20 000 spectateurs pour un maximum de 220 pilotes inscrits, ce qui fait un bon paquet de personnes. Mais on y vient. En 1986, le chanteur Johnny Hallyday, passionné de vitesse, envisagea de participer à la course d'en plus. Cependant, des désaccords avec l'organisation et des contretemps lors des essais l'ont poussé à renoncer, et donc à décider de faire demi-tour chez lui. Oui, demi-tour. Mais il n'est pas le seul à être connu, enfin, en tout cas sur cette course. Un participant local surnommé Joe le Mécano participait avec une vieille Peugeot 104 un peu fatiguée. Mais pendant une montée, un bruit inquiétant l'obligea à s'arrêter dans un fossé. Il descendit, s'ouvra le capot, tapait 2-3 coups de clé de 12 et referma. Et termina la course dans les temps. Depuis ce jour, il affirme que tout peut se réparer avec une clé de 12, du fil de fer et un juron bien placé. Mais vous savez qu'il y a aussi un spectateur unique et mystérieux, Monsieur Auguste, alias le spectateur immobile. C'est un vieil homme qui venait chaque année s'installer au même endroit sur une pierre plate à l'ombre d'un figuier, avec une chaise pliable et un chapeau en feutre. Il ne disait jamais un mot, notait les chronos à la main et connaissait tous les pilotes par cœur. Tout le monde était très curieux de savoir mais qui est cet homme? Cependant, les jeunes disaient de lui, il a vu toutes les éditions et même ceux qui ne sont pas commencés. Mais parlons de la course maintenant. Pendant la course, il y a le virage à tonneau. Je pense que le surnom vient probablement de la configuration de ce virage particulièrement piégeux, étroit, mal cambré et en descente avec peu de visibilité. Et il était connu pour provoquer des tombeaux. Mais pas ceux du vin, bien évidemment, mais bien des voitures qui perdaient le contrôle et faisaient des cabrioles. Parlons désormais du public. Un habitué de la course racontait qu'il venait chaque année, mais il restait derrière un arbre, près du virage à tonneau. Trop angoissé par les bruits de moteur, les freinages ratés, ses copains lui ont un jour offert une médaille de spectateur planqué, faite maison avec une capsule de bière et un ruban. Donc vous voyez, même en ne participant pas à la course, certains gagnent quand même une médaille. Mais il y a un autre type de public, les anciens du village. Aimaient raconter que la vraie course, c'est pas celle des voitures, mais c'est celle pour arriver au meilleur point de vue avec le meilleur rosé. Certains passaient la journée avec une glacière, chaise pliante et pastilles sans jamais voir la ligne d'arrivée. C'est là qu'on reconnaît bien Sud. Donc depuis 2018, l'esprit de la course renaît chaque année avec la montée d'Historique d'Ampus. Une rétrospective organisée par l'Association des amateurs figaniérois d'automobile a été mise en place. L'occasion pour les passionnés de replonger dans l'ambiance des courses. Mais c'est pas fini. La course de Côte d'Ampus de Draguignan est toujours d'actualité. Le 30 mars 2025, l'association a notamment organisé une rétrospective d'automobile. Nous remarquons à quel point cet événement n'a pas disparu et est toujours là pour rappeler des très bons souvenirs. Donc si vous ne le savez pas, Canal D a fait un reportage sur cet événement il y a quelques années. Donc si vous êtes intéressé, je pense que c'est le meilleur moment pour aller voir ce reportage. Cette course de côte historique d'Ampus donne vraiment envie de s'y trouver. Une course qui existe depuis 1923 et qui a présenté tant de grands noms, on a vraiment envie de s'y rendre. Désormais, nous allons pouvoir parler de la rubrique L'escale littéraire, dans laquelle nous vous présentons des auteurs emblématiques de la Provence, avec aujourd'hui le portrait de Jean Giono. La Provence dissimule ses mystères derrière leur évidence. Et des évidences, cet auteur nous en laisse peu à la postérité. Connaissez-vous Jean Giono? De tous les auteurs que le Sud ait portés, Giono en est probablement le plus rude et le plus sauvage, aux côtés d'Émile Zola, de Paul Cézanne ou encore de Marcel Pagnol. Ses œuvres, souvent sombres et introspectives, peignent le tableau d'une Provence aussi magnifique qu'impitoyable. Sa vie et sa carrière engagée débutent en 1895, à Manosque, sa ville de cœur, où il finira ses jours en 1970. Né d'un père anarchiste, qui avait pour habitude de recueillir les exilés et les esseulés de la société, Jean Giono sera guidé toute sa vie par celui qu'il décrit dans son ouvrage Jean le Bleu comme sa belle figure de guérisseur libertaire. Nous sommes dans la maison, presque ma maison natale, dirons-nous, mais nous sommes au Parais. C'est la maison qui s'appelle comme ça, et c'est la maison où mon père a écrit toute son œuvre littéraire, ce qui est une rareté. Et ce qui m'éblouit, c'est que depuis sa disparition, c'est quand même plus de 40 ans qu'il est décédé, eh bien, sa littérature, en tout cas, n'a pas changé. Elle est toujours aussi moderne. Selon son biographe Pierre Citron, son enfance est pauvre et heureuse. Pour lui, c'est un âge d'or dont il fera revivre l'atmosphère, directement ou indirectement, tout au long de sa vie. Mais cet univers s'effondre en 1914, alors que Jean Giono n'a que 19 ans, et qu'éclate la Première Guerre mondiale. Il est alors mobilisé fin 1914 et débute en tant qu'aspirant, mais comprend vite qu'il n'a pas la chose militaire. Il est mobilisé dès janvier 1915, ce qui l'amènera à être traumatisé,
voyant son meilleur ami mourir, ainsi que plusieurs de leurs compagnons. Il voit sa compagnie être décimée, et il est même gazé et commotionné. En 1917, Giono écrit « Nous avons fait des éparges. Verdun, la prise de Noyon, le siège de Saint-Quentin, la Somme avec les Anglais, c'est-à-dire sans les Anglais, et la boucherie en plein soleil des attaques de Nivelles au chemin des Dames. J'ai 22 ans et j'ai peur. » Démobilisé en 1919, il affirmera fièrement avoir traversé la guerre, sans avancement, sans décoration et sans avoir tué personne. Déjà inspiré par son père dans ses actions libertaires, Jean Giono deviendra alors, dès la fin de la guerre, un pacifiste convaincu, comme nombre d'autres poilus revenus du front. Assez rapidement, Jean Giono se prend de passion pour la lecture des grands classiques de la littérature, comme Homère et Virgile. Des lectures qui le mèneront à se passionner pour l'écriture de ses premiers poèmes, accompagnés de la flûte. En 1929, Giono publie son premier roman, Colline, qui fera partie de ce qui sera appelé la trilogie de Pan, aux côtés de ses deux romans suivants, Un des Beaumunes et Regain. Malheureusement pour ses convictions pacifistes, Jean Giono se retrouve face à la Seconde Guerre mondiale. Lui qui s'est toujours refusé leader de conviction, écrit alors « Vous êtes, vous, de l'humain tout frais, tout neuf. Restez-le. Ne vous laissez pas transformer comme de la matière première. Ne suivez personne. Marchez seul. Que votre clarté vous suffise. » Mais ses propos pacifistes lui vaudront d'être arrêté en 1939, avant d'être libéré après un non-lieu. Mais le pacifisme n'a pas la même définition pour tous. Et pour Giono, il passe par cette phrase, qui sème le trouble parmi les historiens d'aujourd'hui, « Je préfère être un Allemand vivant plutôt qu'un Français mort ». Ce qui explique peut-être le fait qu'il ait été le sujet d'un reportage pour le journal nazi Signal, et qu'il ait également écrit à plusieurs reprises pour le magazine Aujourd'hui, qui était à portée collaboratrice pour l'Allemagne. Giono est alors critiqué à la fin de la Seconde Guerre mondiale et mis au rebut de la société. Selon sa fille, cette longue période de mise à l'écart et de mépris populaire lui inspire l'épisode du hussard sur le toit, dans lequel Angelo, poursuivi par la foule qui cherche un bouc émissaire, se réfugie sur les toits de Manosque. Avant de se pencher sur son œuvre, faisons un petit retour en arrière. Nous voici en 1914, avant les déploiements de Giono lors de la Première Guerre mondiale. Il rencontre alors une certaine Élise Morin, fille d'un coiffeur et d'une couturière. Et c'est un amour réciproque qui naît entre eux. Mais la guerre frappe soudainement, poussant les deux tourtereaux à ne se marier qu'en 1920. De leur union naîtront alors deux filles, qui, tout comme leur père, vont suivre la voie de l'écriture. Mais le coup de foudre initial n'assure pas une fidélité éternelle, comme le montre Jean Giono dans ses aventures extra-conjugales, dont Blanche Meyer, qui lui a inspiré plusieurs héroïnes, et Simone Terry, une journaliste de l'Humanité. Cependant, ces relations restent secrètes pendant plus de 50 ans après sa mort. Et une omerta ne s'oubliant pas aussi facilement, l'association Les Amis de Jean Giono refuse toujours d'en entendre parler. Côté littéraire, ses œuvres suivent deux patterns distincts. Le premier, observable dans ses premiers ouvrages, étant axé sur la nature de façon plutôt lyrique, mais toujours rude et impitoyable. Le second, initialement organisé en pas moins de 10 romans, dans un seul et même univers, à la manière de Balzac et de sa Comédie humaine, puis rétrogradé ensuite en 3 romans, dont son œuvre majeure, Le Hussard sur le toit. Dans cette période, il écrira également un autre roman majeur, Un roi sans divertissement, qui s'axe sur la question de l'ennui, débutant comme un polar et finissant comme une fable métaphysique. Vers le milieu de sa carrière, l'idée d'adapter ses œuvres au cinéma commence à hanter Jean Giono. En 1960, Giono s'occupe de la réalisation et de la mise en scène du film Crésus, où Fernandel joue le rôle titre. 3 ans plus tard, il adapte son roman emblématique Un roi sans divertissement, et le fait, comme pour Crésus, en passant par sa propre société de production. Il décède 7 ans plus tard, le 8 octobre 1970, d'une crise cardiaque à Manosque, ce village qui lui inspira sa plume et lui vola son cœur. Quelques heures seulement après sa mort, son ami Henri Bosco, écrivain provençal également, a dit de lui qu'il était non pas juste un auteur provençal, mais un écrivain provençal de génie. Bon, donc merci Clara pour cette magnifique rubrique sur Jean Giono. Et n'hésitez pas, si vous voulez voir ou revoir nos rubriques, c'est sur le site de Canal D. Mais dis-moi Clara, on est où là? Eh bien Alex, là nous sommes sur la place du marché, en face de l'église Saint-Michel. Cette église a été construite entre 1669 et 1682, avant d'être détruite en 1861.
Elle a ensuite été reconstruite dans un style néo-gothique en se basant sur les plans et dessins de l'époque. La place du marché et la rue Ciceron qui en découle regorgent de boutiques et autres activités. Ok, bah écoute, c'est super. Merci pour cette magnifique visite. Merci à toi, Alex. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette première édition de votre journal, La Voix de la Dracénie. Et moi, je vous dis à la prochaine dans 15 jours. Moi, je vais aller manger une glace. Attends-moi, à la prochaine dans 15 jours.